c'est en direct. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cet atelier. Alors sur, ça y est, le nom m'échappe du coup, sur le revenu universel en tout cas, et les expérimentations. Quelles expérimentations dans un moment d'urgence, on le sait, urgence climatique, mais aussi urgence sociale. Alors on aura deux débatteurs. Moi je vous quitterai très vite. Sophie Swaton. Alors, philosophe, économiste, chercheur à l'Université de Lausanne, qui a beaucoup travaillé sur le revenu de transition écologique, c'est ça. Et puis Léa Filoche, adjointe à la maire de Paris, chargée des solidarités et des affaires sociales. Voilà, donc on parlera, à mon avis, de deux expérimentations, deux manières de voir les expérimentations différentes. Moi, je voudrais juste dire un tout petit mot sur la grande bataille du revenu universel, parce que c'est un sujet qui est porté par Europe Écologie depuis très longtemps, par Génération.s depuis qu'on a été créé. Et il faut reconnaître que c'est la grande surprise de ce revenu universel ou ce revenu de base, on verra, qui peut prendre plusieurs formes suivant ce qu'on cherche et ce qu'on veut trouver. Et qu'il est devenu un élément central du débat politique en France à l'occasion de la dernière présidentielle, à notre très grande surprise pour ceux qui le portaient depuis longtemps, où on était un peu effectivement des chercheurs, des fois dans des salles d'université un peu sombres, où on s'empaillait pour des détails, mais où ça n'avançait pas beaucoup. Donc moi je milite, je le dis, et puis après je vous passerai à une autre chose pour mais c'est un autre débat, donc on l'ouvrira à un autre moment, pour un revenu universel individuel, inaliénable, sans condition, tout au long de la vie. Chacun des termes a une raison d'être. Maintenant, pour rendre tout cela acceptable au niveau de la société et finançable, c'est une autre paire de manches, et je pense que les expérimentations ont ça comme mérite, de pouvoir expérimenter, et donc de pouvoir aussi réveiller les populations, les partenaires, les territoires, pour avancer vers une idée plus globale, puisque je pense que moi, le revenu universel, le revenu de base, peut être un véritable outil révolutionnaire en matière fiscale, en matière de protection sociale, en matière de solidarité et en matière de gain d'autonomie. Voilà, donc je m'arrêterai là et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent débat et je suis sûr qu'il sera d'excellente qualité. Merci. Merci Michel. Merci beaucoup. Michel, que je peux présenter quand même rapidement, mais qui est donc membre des instances nationales de génération et qui a été député dans la mandature précédente de la circonscription, alors c'est en Essonne, si mes souvenirs sont bons. La troisième de l'Essonne. La troisième, oui, c'est ça. La troisième de l'Essonne. Brétigny-sur-Orge, Dourdan. Voilà. Et donc, qui continue son aventure politique avec d'autres formes d'engagement, mais on sait qu'on peut compter sur lui à chaque instant. Merci beaucoup Michel d'être passé. À vous. Je sais pas, on s'était dit avec Sophie qu'on allait essayer de faire quelque chose d'un peu à double voix pour que ce soit pas trop, voilà, que ce soit un peu dynamique. Et puis l'idée aussi c'est de vous laisser la parole au maximum. Alors évidemment de laisser la parole à la salle, mais s'il y a des questions qui sont posées via le site internet, c'est aussi des réponses qu'on essaiera d'apporter. Donc on va essayer de faire quelque chose d'un peu dynamique. Alors moi dans mon jargon souvent j'utilise des acronymes. Si j'utilise trop d'acronymes et que vous êtes perdu, il ne faut vraiment pas hésiter à m'arrêter parce que parfois je suis un peu lancée dans mon truc et voilà, j'essaye de rester le plus compréhensible possible, mais parfois voilà, dans l'ambiance je peux m'y perdre. Donc n'hésitez pas à me dire si je vous ai un peu perdu. Et puis, encore une fois, si vraiment il y a beaucoup de questions, n'hésitez pas à les noter, qu'on puisse avoir un échange un peu plus approfondi à la suite de la présentation, qu'on va essayer de faire la plus exhaustive et la plus complète possible. Mais aussi, on va essayer de répondre à vos questionnements, parce que Michel le disait à l'instant, le revenu de base, le revenu universel, enfin, on lui donne plein de noms différents. En vrai, c'est un peu normal, parce qu'il est issu de plein de branches et de plein de réflexions diverses et variées. Là, moi, j'ai ma casquette d'élu d'une collectivité territoriale, en l'occurrence celle de la capitale de la France, mais c'est sous cet angle-là que je vais essayer d'aborder le sujet pour vous donner des éléments contextuels. L'objectif, en fait, d'avoir cet échange-là, c'est de pouvoir construire quelque chose qui nous permette collectivement de se mettre d'accord sur quelques bases. D'abord, le lien que chacun des citoyens et chacune des citoyennes peut avoir avec le travail,
Le revenu universel ne concerne pas seulement la question de la précarité ou la question sociale. Pour moi, elle dépasse cette question-là et elle doit s'adresser à tous les salariés, quelles que soient leurs conditions de travail. Et chacun doit pouvoir, en tout cas dans un monde idéal, hein, je me place là, pouvoir bénéficier d'un revenu universel qui lui permette de pouvoir changer d'activité professionnelle, avoir un revirement, un banquier peut devenir acteur, le revenu universel peut être versé pour pouvoir modifier son parcours professionnel. Ça peut être aussi de pallier à un accident de la vie, quelqu'un qui a un bon emploi, un bon travail, qui se retrouve dans une situation, on va dire, conjoncturelle un peu complexe. Un revenu universel doit pouvoir aussi lui permettre de... Mais c'est aussi pour des étudiants d'éviter d'avoir à travailler pour financer ses études. Ça peut être aussi cet objet-là. Ça peut être aussi d'éviter à des retraités qui ont des petites retraites de pouvoir aussi continuer à ne pas avoir à travailler pour vivre correctement. Donc le revenu universel, il doit surtout poser la question de notre rapport à notre travail. Alors, ça a été dit d'ailleurs à l'instant par Julien Bayou, mais toute la question de la réduction du temps de travail et toute la question de l'augmentation des salaires, qui doit être corrélée à la mise en place d'un revenu universel, évidemment, n'échappe pas au débat que pose le revenu de base. Donc, encore une fois, je vais dire tous les mots pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et que tout le monde puisse s'y retrouver. Voilà, donc voilà, c'est plutôt vers ça qu'on essaye de tendre, c'est de dire, c'est le rapport au travail, le rapport à l'emploi. Je vais laisser Sophie compléter. Oui, merci beaucoup. Oui, effectivement, c'est important de mettre... Peut-être que je m'approche un peu. C'est important de mettre les termes sur la table et de parler de travail, d'emploi, d'activité. C'est pas la même chose. Moi, je pars de l'hypothèse qu'on ne manque pas de travail, on manque d'emploi rémunéré. Alors peut-être qu'il faudra partager le temps de travail, peut-être que... Mais surtout d'inventer aussi... décidément, cette distanciation, j'ai du mal avec le micro, même j'essaie de prendre 1 mètre de distance, désolée. Donc oui, effectivement, et puis de réfléchir aussi à ces nouveaux métiers et quels seraient des emplois rémunérés qui permettent enfin, et on l'a vu avec le Covid, hein, de remettre à leur juste valeur des activités à fort impact social et écologique. Donc on l'a très bien vu avec les métiers du care, hein, des soignants, des infirmières, du personnel médical, mais aussi dans les rayons, les supermarchés, etc. Et je dirais que moi, la différence avec laquelle j'aborde par contre ces questions, c'est sous celle d'emblée de l'écologie. Alors je suis complètement d'accord, c'est qu'on ne peut pas déconnecter le social et l'écologie, ça c'est la première hypothèse, mais la deuxième, c'est celle qu'on doit justement permettre de pouvoir faire émerger ces nouveaux emplois rémunérés. Et là, ce qui manque, c'est peut-être la question de la temporalité. Si on se base sur les rapports du GIEC, hein, sur vraiment l'état des ressources naturelles, on sait qu'on a une fourchette de 10 années devant nous. Et donc, c'est pas que je sois pour ou contre, enfin, je veux dire, je ne vais pas aborder le débat en étant contre les grands idéaux qui sont dessinés, bien évidemment, quand on regarde les arguments en faveur d'un revenu de base inconditionnel ou pas depuis des années, on retrouve, et c'est malheureux, hein, mais toujours l'argument du fait qu'il y a encore trop de précaires, donc des problèmes de pauvreté, de précarité, des problèmes de chômage, et puis cette question d'une société de libre activité qui ferait qu'avec un revenu de base, on pourrait choisir librement son activité, en changer, se convertir, etc. Et on a parlé de 2017 à la présidentielle, donc cette thématique est revenue à la mode, mais quand on regarde au niveau des arguments invoqués, quelquefois, c'est mis à plat, il n'y a pas une hiérarchie des enjeux, en fait, quelque part. Donc, on peut invoquer un revenu de base, autant, c'est un petit peu les reproches qui avaient été faits par la droite que la gauche de la gauche, pour dire, oui, mais attention, ça peut être une déréglementation du marché du travail, par exemple, pour que les entreprises puissent financer à moindre coût des salaires en s'appuyant sur un revenu qui serait versé. Et inversement, ça peut être aussi un moyen de relancer la consommation. Donc, si on dit oui, ça pourrait permettre de se remettre dans une activité écologique ou d'avoir une formation, certes, mais si derrière il n'y a pas un accompagnement ou une formation, on pourrait tout à fait, les arguments sont invoqués, envisager une forme de relance keynésienne classique, hein, par augmenter la relance des voitures. Qu'est-ce qui l'empêche théoriquement de le faire? Rien. Quant au financement, c'est toujours aussi pareil, on cite souvent l'Alaska en disant c'est un commun, le pétrole, etc. Oui, justement, c'est une énergie fossile et dire que la Terre appartient à tous, qu'on a tous un droit
et qu'on devrait tous pouvoir bénéficier du pétrole qu'on extrait, par exemple, hein, ça devient compliqué parce que ça veut dire qu'on va indexer le montant d'une rente qui serait versée inconditionnellement sur plus de croissance ou plus d'extraction fossile ou plus de ventes ou plus de taxes robots. Et donc, il peut y avoir une forme de paradoxe. Alors, bien sûr, en soi, je ne vais pas développer les arguments moraux, mais économiquement parlant et compte tenu, je le rappelle, de la temporalité limitée qui nous est donnée, il peut y avoir une forme d'effet pervers qui n'est absolument pas visé dans les bonnes intentions qu'on souhaite, hein, mais que ce soit justement contre-productif. Et le mot productif, je ne le prends pas au hasard, il est important. Et qui dit Covid, qui dit crise plus tard, qui dit problème de ressources, dit pas loin alimentation. Et donc on a besoin de la terre. Alors, on peut parler commun, on peut parler propriété collective, on peut parler agriculture, mais on va avoir besoin très rapidement de pouvoir aussi assurer des circuits courts. Donc ce n'est pas simplement une liberté individuelle de consommer ce qu'on veut quand on veut pour faire de la guitare, du chant et s'éclater, je serai la première sur la liste, mais malheureusement aussi on a des contraintes écologiques telles que quand on va avoir 50 degrés, on souffre déjà aujourd'hui, mais imaginons encore plus chaque année, pour manger ça va devenir compliqué, pour se loger ça va être compliqué. Donc on a besoin de nouveaux métiers, de vivre en ville, on va avoir besoin de débétonner, de biosourcer, donc c'est tout l'ensemble des métiers. C'est pour ça que j'ai attention, oui, changeons de métier ou en inventons des nouveaux, mais n'arrêtons pas de travailler parce qu'on a besoin, au contraire, de valoriser toutes les filières, agriculture, urbanisme, production, textile, coton, consommation, qui justement nous permettent de rentrer dans une empreinte écologique qui tend vers une planète, voire 0,6, hein, je vois Dominique en face de moi, parce qu'on sait qu'il faudra compenser les excès d'avant. Et donc voilà, juste pour cadrer, le fait que le RTE, pour qu'on comprenne bien, c'est pas que je sois pour, contre, non, c'est que si on prend les termes du débat, enfin pour Airbnb, etc., il est important d'avoir l'éthique, hein, j'emploie un vilain mot, ou la philosophie de départ qui est, on est dans une approche écocentrée et dans une approche par la limitation des ressources. Donc la question qui se pose, c'est quelle économie, quelle production, quel nouveau modèle économique pour une économie compatible avec un manque de ressources évident. Bon, alors là, c'était très clair. Enfin, pour moi, j'ai bien... Merci beaucoup pour ces éclairages. Peut-être du coup, je vais reprendre juste 5 petites minutes pour vous expliquer l'expérimentation qu'on va essayer de porter dans une collectivité locale comme à Paris. En fait, le Conseil de Paris a voté lors de la mandature précédente, à la toute fin de la mandature précédente, un vœu proposant que la ville de Paris s'inscrive dans un objectif d'une expérimentation, mais sans en construire les contours. En confiant, et c'est ce qui nous attend à la rentrée, en confiant la construction d'une partie des contours, en tout cas de ce vers quoi on peut tendre en tant que collectivité locale, à une conférence citoyenne. Parce que l'idée aussi, au-delà de tout ce qui vient d'être dit très justement par Sophie, c'est aussi de permettre aux citoyens d'être associés à la discussion, à la décision et à la mise en place. Donc sur un format de conférence citoyenne, qui est très cadré, hein. À Paris, c'est des choses qui sont assez calibrées et qu'on a l'habitude de faire, avec un tirage au sort de citoyens, avec une participation des différents conseils de la vie future, conseil des seniors, conseil de la jeunesse, etc., qui sont associés eux aussi à la construction de la proposition. Et ce chemin qui sera construit par la conférence citoyenne sera... alors ensuite, il peut y avoir plusieurs possibilités en fonction de ce que nous diront les citoyens, mais l'idée, c'est peut-être aussi de creuser un peu le sujet avec une mission d'information et d'évaluation du Conseil de Paris, donc une MIE, qui est l'équivalent d'une espèce de commission d'enquête qu'on peut avoir dans les assemblées nationales, et qui doit pouvoir permettre de cadrer un peu les choses, y compris budgétairement, parce qu'il y a quand même un sujet budgétaire. Ça ne peut pas se faire à moyens constants, hein, c'est forcément un engagement non négligeable de la part d'une collectivité de s'engager sur ce type de sujet. Donc il y a aussi quand même un sujet à partager avec les membres du Conseil de Paris, tout groupe politique confondu, parce que là aussi, le vœu qui a été adopté au mois de novembre dernier sur proposition du groupe Génération a été adopté et voté par tous les groupes politiques de mémoire, sauf le groupe En Marche. Mais sinon, la droite a plutôt voté pour, le PC aussi a voté pour, évidemment les écolos et nous, bien entendu, les socialistes. Tout le monde a dit, ok, on peut tester quelque chose. En tout cas, ça vaut le coup de se lancer dans une démarche d'expérimentation et de voir ce que ça peut donner. L'objectif
pour être complètement transparente et honnête, hein, c'est pas de transformer l'action sociale d'un territoire comme celui de Paris. On n'en a ni les moyens légaux, ni les moyens financiers. Mais l'objectif, il est de deux ordres. Il est de pouvoir continuer à dire à celles et ceux qui souhaitent l'entendre, mais même au-delà, que la question du revenu universel continue à être une des réponses à l'urgence écologique et à l'urgence sociale. Donc il faut y travailler. Et donc on veut continuer à participer, à distiller l'idée qu'un autre lien au travail, un autre lien au salaire est possible et qu'il reste à construire. Et puis c'est aussi d'avoir une réflexion en se disant que 2022, c'est des échéances qui sont assez rapides, là, qui vont venir assez vite. Ça serait bien que celui ou celle qui sera amené à porter les couleurs de la gauche et de l'écologie, et que je porte de mes voeux ici et au-delà, puisse aussi avoir un projet qui s'appuie sur des expérimentations locales, qu'on puisse y éviter les écueils, éviter éventuellement savoir quelles sont les difficultés, les échecs, les contradictions, et puis partager les bonnes pratiques, les bonnes idées, ce qui a fonctionné, et que ça puisse permettre de servir de laboratoire pour un projet politique beaucoup plus large qui dépasse largement les questions des collectivités. Moi, encore une fois, dans un monde idéal, la question du revenu universel, évidemment, il y a un pendant en lien avec une forte réforme fiscale, avec un impôt complètement différent de celui qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'on sait que la question du patrimoine n'est pas tout à fait la même. Enfin voilà, donc c'est pas une collectivité locale qui va pouvoir renverser la table sur ce sujet-là, mais par contre, elle peut créer des dynamiques et des outils pertinents qui sont derrière utilisables par les futurs élus nationaux. En tout cas, c'est aussi vers ça qu'on essaye de tendre. Et puis, à la fin, tous ces outils-là, ils sont, et ça va dans le sens de ce que tu disais très bien, c'est-à-dire que l'objectif est vraiment de transformer la société, d'avoir un bilan partagé, qu'on partage quand même globalement ici, mais même au-delà de nos frontières, sur ce système-là marche sur la tête, ça ne fonctionne pas, il y a trop de gens qui sont sur le côté, il y a trop de ratés, il y a trop d'échecs, donc ça peut pas fonctionner. Donc quel système on crée et comment est-ce que, à la fois en étant philosophe et en étant dans la théorie, comment est-ce que concrètement on arrive à transformer l'essai une fois qu'on est d'accord sur l'objectif qu'on se donne. Voilà, parce que c'est facile de se donner des objectifs, encore c'est facile, pas toujours. Bon, enfin, ça peut être la première étape de se dire on se donne comme objectif de déconstruire la société telle qu'on la connaît aujourd'hui et de donner des objectifs d'égalité, évidemment des objectifs pour répondre à l'urgence écolo et tout ça. Mais après, c'est pas si simple une fois qu'on a les mains dans le cambouis et c'est l'élu local là qui parle, de le traduire concrètement. C'est pas toujours facile. Et donc ça aussi, ce type d'expérimentation-là est aussi un moyen de pouvoir recalibrer les objectifs concrets qu'on se donne en fonction des réussites ou pas des différents projets qu'on porte. Oui, alors je suis complètement d'accord, et c'est précisément le mot pratique, main dans le cambouis, ça me parle aussi très bien. Ça s'appelle la recherche-action, et c'est travailler avec des acteurs, des actrices. Donc sortir de son bureau d'universitaire pour se dire, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et c'est exactement donc, ce que j'essaie de faire, mais c'est pas moi toute seule, c'est au service, parce qu'en tant qu'universitaire, quand on me dit « Madame Swatton, on a lu votre livre, on est d'accord, donc un RTE… pourquoi pas, mais comment on le met en œuvre ?» Je leur réponds, mais je ne sais rien. C'était il y a 2 ans. Donc depuis, on a travaillé ensemble, il y a des propositions. Mais je crois que le mot que tu as prononcé, c'est outil. Donc un revenu de transition écologique, c'est effectivement un outil. Alors je vais oser le terme, mais d'accélération de la transition. C'est un peu un oxymore, mais on peut le prendre comme ça. Sur des territoires, par des collectivités, à partir d'un diagnostic territorial, état des lieux, on pourrait dire… stress hydrique, état d'eau, de quoi on a besoin, qui fait quoi, comment, pour fédérer les acteurs, c'est-à-dire pas réinventer la roue, mais partir de ce qui est fait, de ce qui existe et de ce vers quoi on veut tendre. Et du coup, c'est aussi important, tu as parlé d'expérimentation, et sur le volet social, j'aimerais dire que dans le revenu de transition écologique, je fais très attention qu'on revendique le droit à l'expérimentation. C'est-à-dire qu'en aucun cas, si un revenu est versé, je vais parler un peu plus en détail de la forme que pourrait prendre un RTE, il ne s'agit pas de mettre en danger des RMistes, par exemple, des personnes bénéficiaires des minima sociaux. C'est un dispositif qui s'ajoute
Donc on est dans une de ces optiques où depuis 30 ans, la France a toujours hésité entre deux politiques, qui est soit une politique complètement réformiste, de tout revoir d'intérieur et de fusionner. C'était un peu l'idée aussi du RBI sur certains aspects, de se dire on revoit tout, on fait une allocation unique avec les écueils qui peuvent arriver ou pas, les critiques. Et puis une autre approche qui est plutôt étapiste et qui est de dire on ne baisse pas les bras sur l'insertion. Le travail est important et c'est un droit. Donc c'est un peu ce qu'on retrouve aussi dans la gauche, caricaturalement, avec ces deux écueils. Ou le travail, c'est le tribalium, torture, ou c'est un instrument qui peut encore être perçu comme un épanouissement à condition qu'il ne soit pas subi, mais qu'il soit choisi, encadré, réglementé. Et donc le RTE serait plutôt dans cette voie-là, du fait que le travail, à condition qu'il fasse sens, qui correspondent, qui soient compatibles avec ce qu'on a envie de faire, avec une vie de travail, de femme, d'homme, de ce qu'on veut, épanoui, etc., mais compatibles directement avec la transition. Ça n'a rien d'être formé pour extraire du charbon, quoi. Donc, quels pourraient être ces nouveaux emplois qui fassent sens tout de suite pour soi et pour la société? Et donc, on ne touche pas aux mécanismes de protection sociale. Et du coup, le RTE se dit, on va, donc, outil d'accélération, on va dire, sur un territoire donné, où on propose de verser un revenu. Alors, on va voir quel type de revenu. Selon les expérimentations, ce n'est pas la même chose. Ce revenu peut être un revenu investissement ou un revenu formation, je pourrais revenir dans la question, ou un revenu... il y a plusieurs formes. Et deuxièmement, de lui adjoindre un accompagnement. Un accompagnement, c'est-à-dire que seul, vous ne faites pas grand-chose non plus. C'est-à-dire qu'un agriculteur qui voudrait arrêter le glyphosate, dont parlait Julien Bayou tout à l'heure, il faut qu'il sache vers quelle formation il pourrait avoir aussi. Ce n'est pas simplement d'arrêter sur une injonction normative et culpabilisante, mais c'est dire qui peut me donner cette formation. Et puis, troisièmement, c'est une mise en réseau. On ne va pas se retrouver tout seul, mais qui fait déjà quoi sur le territoire. Et du coup, en pratique, dans les 4 territoires qui réfléchissent et 3 qui mettent en œuvre un revenu de transition écologique, la réponse s'est trouvée à partir de ce que j'appelle génériquement, mais sans imposer une forme juridique, une coopérative de transition. Donc l'idée, ce n'est pas juste que des individus isolés perçoivent un revenu que monétaire, c'est comment ces individus peuvent être formés pour avoir un emploi qu'ils désirent, qui soit rémunéré, qui corresponde à une activité qui elle-même va être mise en réseau. Exemple concret, cantine scolaire ou un maraîcher. C'est le cas à Grande-Synthe. On a des maraîchers qui vont produire des tomates, de l'agriculture bio, etc., mais qui peut être après acheté par les collectivités, par la mairie, pour être servi dans de la restauration collective, qui va servir aussi aux cantines, et qui pourra être servi pour des personnes à mobilité réduite, avec des mobilités. Donc, en fait, c'est ça. On construit un modèle économique. Donc, la différence, c'est que ça part du coup forcément du local. C'est obligé de passer par une expérimentation, mais on est déjà d'office dans un nouveau modèle économique qui fait sens. Mais pour ça, on a besoin des acteurs privés, on a besoin des citoyens, on a besoin des assos locales et on a besoin du public. Sans les collectivités, on ne pourra pas le faire, ça ne marchera pas. Et du coup, c'est de mettre autour d'une table ces différentes parties prenantes qui ont en commun de ne pas vouloir que leur territoire s'effondre. Et de dire qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre nous maintenant, même si on n'est pas d'accord sur le moyen d'y arriver, mais comment est-ce qu'on peut faire quelque chose d'inclusif. Et donc, on intègre aussi des partenaires comme les territoires zéro chômeur de longue durée, qui veulent donner un CDI à tout le monde. Sauf que eux, la charge leur pèse. Tandis que s'ils sont adhérents d'une coopérative de transition écologique sous la forme d'une SIC, par exemple, une société coopérative d'intérêt collectif, ils deviennent des partenaires en même temps que d'autres. Et donc peuvent transmettre leur mode de formation, ils sont très forts dans l'accompagnement, à partant des compétences des personnes. Qu'est-ce que vous voulez faire? Pourquoi vous voulez changer de métier? Comment on pourrait vous aider à construire votre projet? Ils savent déjà, ces méthodologies, elles existent, elles sont là, elles sont à disposition. Ce qui manque, c'est de la coordination. Donc sur des territoires, le RTE par exemple, est peut-être quelquefois juste une brique qui peut manquer, mais qui devient utile pour coordonner ces différents acteurs. Alors, premier exemple, c'est Grande-Synthe, dans le nord de la France, avec Damien Carême, que j'ai rencontré l'année dernière. Il a mis en œuvre un revenu minimum social garanti. Il faut savoir que dans la diagonale du vide en France, de l'Est comme ça, le revenu médian est à 9 400 €, grosso modo. Dans l'Aude aussi, au sud-ouest de la France, et donc vous avez 50% des personnes qui gagnent moins que 9 400 € annuellement. Le taux de chômage est de 29%, et on est à 40% pour les moins de 30 ans. 30% qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc l'idée d'un revenu minimum social garanti, c'est-à-dire on va s'assurer qu'il y a un complément de salaire, donc ce n'est pas une forme de revenu de base, mais
salaire, bon, voilà, c'est un minimum garanti pour s'assurer que la population sorte de cette pauvreté. Et le deuxième outil qui a fait sens tout de suite pour Damien Carême, c'était dire bah, le RTE, ça nous intéresse. Donc, a été créé l'année dernière les statuts d'une première coopérative de transition écologique sous forme de SIC, visant précisément, alors elle s'appelle TILT, alors, il n'y a pas d'acronyme, hein, TILT comme déclic peut-être, sous forme de société coopérative d'intérêt collectif, et pour justement essayer de mettre en œuvre ces différents acteurs et collaborer avec des coopératives d'activité et d'emploi et essayer de faire en sorte, pas simplement de verser un revenu, mais de transformer aussi le lien à l'économie sociale et solidaire, la notion d'entrepreneur salarié. Donc de faire en sorte qu'il y ait ce nouveau modèle économique et que les adhérents à la coopérative deviennent entrepreneurs salariés. Donc le mois dernier, enfin au courant juillet, là, il y a quelques semaines, les premiers RTE ont été versés sous la forme d'abord de CAP, des contrats d'apprentissage en entreprise précisément. Pour le premier qui a été bénéficiaire, ça a été un ancien informaticien qui a lancé son entreprise de vélo, réparation de vélo, atelier de vélo, qui lui-même avait besoin d'un investissement de départ. Il avait besoin de 4 000 €. Donc exemple concret. Le RTE dans ce cas-là peut prendre la forme d'un RTE investissement. C'est-à-dire de trouver, donc la coopérative a pu lui trouver avec les cigales un montant de 1 500 €, donc il lui a un chèque de 1 500 € pour qu'il puisse acquérir son outil, donc un vélo cargo, et qu'il puisse à la fois développer son activité de formation, de sensibilisation sur l'usage du vélo, et en même temps réparation de vélo, en se déplaçant, en allant à domicile, par exemple. Voilà, une deuxième forme que peut prendre le RTE, un deuxième versement a été fait sur un RTE formation. Personne qui avait besoin en plus d'une formation spécifique. Et puis un troisième est encore en cours. Et donc, pour que le modèle économique fonctionne et que d'ici 4 à 5 ans, dans les expérimentations qu'on lance sur les territoires, à chaque fois, il y a une thèse qui part, il y a une recherche-action, ça ne marche pas, ben, on explique pourquoi, on corrige le tir. Le but, c'est d'invoquer le droit à l'erreur, qui est compris dans l'expérimentation. Et c'est ça qui est très nouveau pour le politique, parce qu'on ne rentre pas dans une case, on a besoin d'expérimenter pour en tirer des conséquences, regarder qu'est-ce qui marche dans un territoire, exactement ce que tu as dit tout à l'heure, les bonnes pratiques, comment on échange entre territoires. Et donc, ben voilà, donc c'est un petit peu cette idée, c'est que d'ici 4 à 5 ans, un tiers des revenus de transition écologique puisse permettre une rentabilisation par, alors c'est un gros mot aussi, mais on est dans le cadre vraiment de la troisième voie, entre le tout État et le tout marché, dans cette voie issue du 19e, où on fait confiance au corps intermédiaire, cette espèce d'écologie politique écologique qu'on a un petit peu oublié, héritage de Fourier. Il y a un très beau livre de Serge Audier là-dessus qui explique aussi cet héritage un petit peu oublié, et qui fait que votre entrepreneur salarié, 12% de ce qu'il perçoit est reversé à la coopérative. Ça, c'est le cas du Grand Nord, qui permet d'alimenter les frais mutualisés de secrétariat, de ressources, de comptabilité, ce qui est plus malin, parce que ce n'est pas chacun à réinventer la roue, à devoir, on expérimente un vrai partage, et en même temps, c'est sûr que la 3, ça va être compliqué, on ne va pas se mentir, 3, ça peut être des contrats CAP. Si on veut que ça passe après, qu'il y ait un levier, un changement d'appui politique, il faudrait qu'il y ait entre 50 et 70 coopérateurs, ce qu'on espère faire d'ici 2 ans. Et pour ça, alors, on a des fondations. J'ai créé une fondation d'utilité publique il y a 2 ans en Suisse, donc on peut amener 30 000 € de départ qui peuvent financer un poste de chargé de recherche et voilà, un peu le début d'une thèse CIFRE, par exemple. Mais la région des Hauts-de-France a aussi amené les subventions, mais c'est sûr qu'on a besoin, comme dans toute entreprise, d'un capital de départ, je dis aussi le gros mot, mais pour qu'ensuite il puisse y avoir des collaborations, y compris avec les associations de monnaie locale, etc., pour que la pérennité économique puisse aussi se faire. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Donc je vais arrêter parce qu'on avait dit 5 minutes, dans le nord de la France, et je pourrais vous parler d'autres expérimentations pour la suite si vous le souhaitez. Merci, effectivement, on voit bien en fait, la complémentarité de tout ce qu'on dit. Il n'y a pas de... voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions ou des souhaits de prendre voilà, des remarques. Enfin, bon, n'hésitez pas. Il y a Chloé qui passe parmi vous avec le micro. Bonjour. Juste sur le... Ouais. Bonjour Jérôme, je suis ancien chercheur et entrepreneur, on va dire. Alors, ce que vous décrivez, le RTE, sur le principe, je trouve ça passionnant, très intéressant. Et ce que vous venez de décrire, pour moi, c'est de l'accompagnement à la création d'entreprises. Et à chaque fois, vous avez parlé de gros mots en disant, c'est que j'ai l'impression que vous répétez juste
le modèle existant. J'ai pas vu vraiment d'innovation. Je suis désolé, hein, je suis un peu challenge, mais j'ai pas vu l'innovation dans ce que vous me décrivez. Vous avez aidé un entrepreneur à monter son entreprise avec une subvention, et les 12%, c'est l'équivalent de ce qu'on appellerait du portage salarial, hein, qui vous prennent 10%. Je suis désolé d'être un peu, mais j'ai pas vu l'innovation vis-à-vis du lien plus RUE par rapport à RTE. Je vois pas en quoi vous consolidez, protégez et apportez quelque chose d'innovant. Est-ce que tu veux qu'on prenne plusieurs questions? On peut en prendre plusieurs, comme tu veux. Ouais, je vous propose, on peut prendre peut-être deux, trois questions, parce que j'ai vu 2-3 mains se lever. On prend une salve. Oui, j'avais la même remarque en fait par rapport au portage salarial. Enfin, pour moi, ce que vous décrivez, en fait, ça se rapproche vraiment de ça, donc avec peut-être une aide au départ de la création d'entreprise. Mais moi, ma question, elle était plus pragmatique. C'est là par rapport aux prochaines échéances électorales, c'est-à-dire les départementales notamment, mais les régionales aussi, puisque si on parle effectivement d'entrepreneuriat et d'économie sociale et solidaire, etc., il y a des vrais leviers à ce niveau-là. Comment concrètement on peut agir à ces échelles-là, parce que là vous avez parlé du niveau très local, on voit bien ce qu'on peut faire au niveau très local, on voit bien ce qu'on peut faire au niveau national. Moi j'ai un peu plus de mal à voir comment on agit pour mettre en place ce type de revenu. Donc encore une fois, si on n'est pas sur un revenu qui reprend les minima sociaux existants, je ne parle pas de repartir du RSA et de repenser le RSA, mais comment on agit pour faire justement quelque chose qui soit différent et innovant par rapport au modèle des politiques sociales actuelles. Bonjour, Louis, je suis secrétaire général de Mon Revenu de Base également, qui expérimente le revenu de base en France. Mais ma question, elle avait trait au côté international qui est peu développé, c'est-à-dire que le revenu de base est pensé comme un contexte très local, ville, département, région. Néanmoins, il pourrait être aussi un levier important de redistribution sur les échanges nord-sud, et de permettre un développement des pays dits en voie de développement de façon assez intéressante. Et je voulais savoir si vous avez des pistes à ce sujet-là. Voilà. Allez, une dernière. Allez-y. Bonjour, donc, je m'appelle Sarah. En fait, j'avais deux questions. D'abord, quel montant vous préconisez pour un revenu universel? Je ne parle pas des expérimentations plus locales qui ne peuvent pas être vraiment universelles, comme vous l'avez dit. Et aussi, quel lien vous faites avec des monnaies locales? Est-ce que vous pensez que ça peut être possible de compléter par une monnaie locale, et comment ça peut être organisé à l'échelle de la France, alors qu'il y a des territoires où il n'y a pas de monnaie locale, par exemple? Je commence par vas-y. Ok. Alors, merci pour ces questions passionnantes, forcément. Donc, pour le côté innovation, c'est vrai qu'en 5 minutes, c'est compliqué de redévelopper, mais je dirais que la principale innovation qui paraît complètement simple, mais qui n'a jamais été faite, c'est simplement de conditionner une activité à un impact écologique et social compatible avec la théorie des donuts, avec une empreinte écologique à une planète. Ça n'a jamais été fait. Donc, je dirais que dans l'entrepreneuriat classique, pour avoir une subvention, précisément, pour ouvrir un McDo, hein, on va faire simple. C'est pas ni bien ni mal, mais voilà, pourquoi pas continuer à extraire du charbon ou faire des choses qui sont complètement déconnectées de la réalité écologique. Or, la grande nouveauté de ce modèle économique, c'est de conditionner et avec une mesure derrière. C'est-à-dire que des critères sont élaborés. Donc, il y a des conseils scientifiques locaux avec les chercheurs des universités locales, avec les conseils scientifiques de la Fondation, avec les acteurs pour définir, et ça n'a jamais été fait, et je peux vous dire qu'en 10 ans de recherche sur l'ESS, utilité sociale, comment est-ce qu'on mesure sans tomber dans le social return on investment, c'est compliqué, et c'est ça qu'il faut montrer, c'est qu'il y a une mesure qui puisse être possible sans que tout soit mesurable. Donc une partie objective, une partie subjective. Et ce qui est nouveau, c'est d'arriver à faire ça. Et c'est pour ça que pour le faire, il faut en même temps démontrer, parce que les politiques aiment bien montrer aussi, que ça coûte moins cher. C'est ce qu'il faudrait qu'on fasse avec les thèses, arriver à montrer, idéalement, que ça coûte moins cher d'investir tout de suite et d'aider ce genre d'emploi, bien sûr, mais dans ce qui n'a jamais été fait, c'est-à-dire des activités compatibles avec les limites de la biosphère, et qu'au final, ça vous coûtera moins cher en termes de chômage, en termes de dégradation environnementale, d'externalités négatives, et qu'on est déjà tout de suite dans ces nouveaux emplois dont l'Organisation internationale du travail nous annonce 60 millions d'emplois, comme dans le scénario Négawatt, mais qu'on a du mal à voir émerger. Donc vous avez raison, deuxième innovation, elle est sur des nouveaux métiers. Elle est sur des métiers qui n'existent pas, qu'on aimerait voir émerger. Et je dirais que troisièmement, ce n'est pas juste individuel. La nouveauté, elle est que
cet entrepreneur qui va être aidé, au sein de la coopérative, il y a une ingénierie sociale, une ingénierie aussi de gouvernance. Donc il n'est pas tout seul, c'est pas juste on te forme et puis bye bye, quoi, si je caricature. C'est comment lui-même, on va le mettre en réseau avec un partenariat privé-public, avec l'ensemble des réseaux des acteurs qui existent pour qu'il puisse développer son activité. Donc la nouveauté, c'est que c'est du local, voilà. C'est un modèle territorial, si je peux répondre. Donc voilà. Après, bon, il y a plus de détails si vous voulez dans d'autres papiers. Vous trouvez sur Internet pas mal de choses et je pourrais vous répondre, ou voilà, s'il faut, mais je résumerai comme ça. Deuxièmement, je ne me rappelle plus, c'est la question... sur les départements-régions. Sur les départements-régions. Alors, on a énormément de demandes Alors dans l'Aude, je vais citer l'Aude, qui doivent sûrement être en train de nous suivre en plus. Donc dans l'Aude, on a 2 activités. Les RTE sont prêts, les activités nouvelles ont été repérées. Donc ça fait une bonne transition avec la première question, notamment dans le maraîchage et dans l'agroforesterie. L'agroforesterie, on sait à quel point les forêts sont importantes, en termes de captation carbone, puis en termes de biodiversité, etc. Et donc les RTE sont prêts. Et le département de l'Aude, c'était M. Viola, avec qui une convention a été signée l'année dernière, a tout de suite perçu le potentiel de développement qu'il pourrait y avoir en appuyant du département, et pour parler sont maintenant faits avec la région, pour appuyer le développement de cette première coopérative de transition écologique dont l'association de préfiguration vient d'être formée en juillet. Elle devrait émerger en janvier prochain. Et pour vous donner un exemple très concret, le département vient d'allouer une partie, donc il y aura 1,5 million d'euros, pour également se coordonner avec la coopérative, l'association de coopératives, et essayer de flécher, et les citoyens, les citoyennes peuvent voter par rapport au projet du département et de la région, sur quel est le projet qui leur plaît le plus. Alors je vous invite à aller voir le site Revenu et Transition écologique. Je suis très nulle en communication, donc je ne sais plus ce que c'est, mais vous tapez Aude et vous regarderez. Et il y a un descriptif très précis des nouveaux projets hyper innovants en éducation, etc., qui n'existent pas, pour lesquels les citoyens et les citoyennes peuvent voter et faire émerger, décider vers quel projet les fonds pourraient être attribués. Donc c'est un exemple qui fonctionne. Enfin, on espère que ça va continuer. Et les régions, on a des demandes de 4 régions qui voudraient expérimenter, sauf que nos moyens sont limités. Humainement, je ne peux pas me démultiplier sur les territoires, nos équipes non plus, donc on a besoin d'équipes aussi et de fonds. C'est un peu le nerf de la guerre, qu'on le veuille ou non. On a une demande aussi d'un TOM, territoire d'outre-mer, et de 2 départements. Donc ça commence à faire pas mal. Et puis sur le lien au sud, il est évident qu'il y a des recherches-actions en cours, des thèses en cours, notamment en Afrique, et on est complètement dedans. Alors qu'on l'appelle RTE ou pas RTE, ça m'est complètement égal, mais le fait est qu'en Afrique, ils sont spécialistes du low-tech. Si on pense aussi au Burkina, il est en train de se monter énormément de choses en agroforesterie ou dans les villages, en autonomie, avec les plantes, comment on construit cette résilience. Qu'est-ce que ça veut dire le Covid quand on n'a pas d'eau pour se laver les mains, vous voyez? Donc, au moins, ils sont spécialistes, ils comprennent très bien, on a des choses à nous enseigner. Et du coup, un tel projet fait sens. Je vous donne un exemple très concret. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui vont, des miniers, qui vont extraire ou brûler des arbres parce qu'on leur donne $40 par mois. Imaginons, on va appeler ça revenu de base, pourquoi pas, on leur dit, on vous donne $42, 42 francs, 42 euros, ce que vous voulez, mais pour protéger la forêt. Et pour trouver un métier, jardinage en forêt, pour lequel ils vont avoir une formation, qui fasse plus de sens, qui pour eux leur procure un revenu, mais qui protège la forêt. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et c'est exactement ça le RTE, c'est comment de ce traitement du bois, on pourra mettre en œuvre le village, mettre des ruches qui vont empêcher le passage des éléphants, donc arrêter les prédations sur les terrains. Vous voyez, c'est quelque chose qui se construit avec les actrices et les acteurs du terrain. Donc oui, dans le sud, il y a plein de choses. En Indonésie, en Bolivie, avec les peuples des Surui, sur les plantes médicinales, comment est-ce qu'on se soigne différemment, en ressources, en plantes, comment est-ce qu'on protège, là encore, la gestion des eaux. Vous regardez Almir-sur-Huy, aussi en collaboration en Amazonie, comment les peuples arrivent très bien avec leurs connaissances ancestrales aussi à autogérer en utilisant la technologie d'aujourd'hui. Donc oui, il y a des liens directs au sud, je m'arrête là. Et la dernière question. Il y avait sur le lien avec le montant et la monnaie locale. Alors, monnaie locale, alors dans la 3e territoire en expérimentation, c'est justement un des fondateurs aussi militants du revenu de base, Frédéric Bosquet, qui va, lui pareil, sans contradiction, introduire un revenu de transition écologique parce qu'il s'est rendu compte qu'on avait besoin de métiers axés sur la production. Et que si on laisse faire tout le monde,
on pourrait imaginer qu'il y ait 4-5 masseurs, c'est un peu ce qui se passe, et un seul maraîcher. Ça devient compliqué pour l'autosuffisance. Donc le RTE est encore un autre dispositif complémentaire qui permet de flécher sur des nouveaux métiers et sur vraiment axer transition écologique et ces nouveaux métiers-là. Et là, il y a l'abeille. Donc la particularité du RTE sur ce territoire, il y en a sur chaque territoire, mais je ne peux pas développer, c'est précisément de travailler avec les abeilles et d'être versé en monnaie locale complémentaire afin qu'il y ait une cohérence, parce que, arrêtons, on ne va pas transformer un système en... c'est pas possible, on est obligé d'être à l'intérieur du système. Je vous ai dit, le RTE, on est dans une procédure étapiste dans le système de protection sociale, mais dans l'économie aussi. Et du coup, c'est une manière d'être plus inclusif directement, mais en transformant au fur et à mesure. Donc les monnaies locales, le fait de les intégrer dans la coopérative, que ça soit versé, participe à cette cohérence, le modèle économique se reconstruit. Donc oui, et sur la base, en un mot, c'est le SMIC. On se base pour l'instant sur les revenus qui sont versés dans le Nord. On pourrait imaginer que ça soit un pourcentage du SMIC, avec, je vous disais, ce troisième volet qui sera un complément, mais à condition que ça soit sous la forme d'une allocation communautaire, par exemple, et qu'on ne mette pas en péril le système des aides sociales actuelles. Je vais essayer de compléter parce que je vois à peu près. Et par ailleurs, j'ajouterais en fait que effectivement, il y a besoin de coopération entre différents partenaires pour pouvoir arriver à avoir une vision un peu large d'un dispositif un peu transformant un peu le lien, encore une fois, qu'on peut avoir avec le travail. Mais il faut quand même un portage politique assez fort. Et c'est parfois la difficulté dans laquelle on se retrouve, c'est qu'on a des élus, alors de toute obédience politique, et ça, honnêtement, c'est pas pour tirer la couverture plus dans un sens ou dans un autre, mais on a des élus qui sont souvent confrontés à des vraies contradictions, en tout cas des vrais refus, des murs, notamment parce que la mise en place, et moi je le porte vraiment dans ce sens-là, la mise en place d'un tel revenu universel, pour moi, remet en cause le système et doit mettre fin à tout ce qu'on constate aujourd'hui et qui fait qu'on est dans un système capitaliste, ultra-capitaliste, qui ne répond pas à l'urgence écologique, qui ne répond pas à l'urgence sociale et qui voire même crée encore et encore la fois des contradictions en lien avec l'urgence qu'on a à faire en sorte que nos pratiques, notre vie quotidienne sur cette planète puisse continuer, donc en bonne intelligence avec la planète, mais aussi que tout cela se fasse sans qu'il y ait une partie de la population qui soit de fait mise de côté. Et c'est valable d'ailleurs dans une partie des pays émergents, où là, effectivement, il y a un gros sujet, parce qu'on pourra créer le plus beau revenu universel du monde en France, s'il n'y a pas s'il n'y a pas des petits frères et des petites sœurs d'un tel dispositif dans d'autres pays, alors dans les pays développés, mais surtout dans les pays en voie de développement, ça n'aura pas beaucoup de sens politique. Donc c'est pour ça que il faut porter l'idée que, et c'est pas moi encore une fois qui le porte toute seule, mais il faut être assuré que le portage politique de tout cela soit fait de manière très un peu forte, quoi, hein. Il y a des départements, il y a 18 départements français qui ont essayé de porter une loi il y a quelques mois maintenant, même un peu plus, 18 mois, pour pouvoir avoir le droit d'expérimenter un tel revenu, alors qui en vrai était plutôt ce qu'a fait Damien Carême à Grande-Sainte, c'est-à-dire un complément de ressources vis-à-vis des minima sociaux. Et c'est pas grave, c'est déjà une base. Tout ça va dans le bon sens. Enfin, moi, je pense pas qu'il faille dire non parce qu'on pense que, en fait, il faudrait augmenter les minima sociaux. Partons sur le principe que les collectivités, elles peuvent avoir le droit de se dire que dans certains quartiers, dans certains endroits de leur région, dans certaines zones ultra-rurales, il y a besoin de compléter le minimum social parce qu'en fait, il ne permet pas à la personne de vivre correctement et que donc du coup, on veut lui laisser la chance de pouvoir le faire. Mais j'ai pas de... Voilà, faut pas dire non. Par contre, ce qu'il faut, c'est avoir un gros portage politique parce que je vous dis, les 18 présidents de département, alors qui en l'occurrence étaient tous de la même couleur politique, je crois, qui étaient socialistes, se sont vus refuser le droit de pouvoir déposer la loi à l'Assemblée nationale. Bon, c'est bien quand même qu'il y a de la résistance en face, hein, c'est-à-dire que mettre en place un tel dispositif et pourtant sous le format plutôt facile, hein, se voit vraiment fortement refusé.
Et c'est là que ça répond en partie à la question sur la question des départements, parce qu'effectivement, les départements sont en charge de la question sociale, hein, de la question de l'accompagnement social. Donc les départements peuvent avoir un rôle très important sur cette question-là et porter des vrais projets concrets d'expérimentation d'un revenu universel en lien avec les minima sociaux et les dispositifs départementaux qui les complètent. Ça a vraiment du sens. Encore une fois, Paris est une ville et un département, donc c'est pour ça que je vois bien ce vers quoi on peut aller. Honnêtement, ça vaut vraiment le coup que les départements s'approprient ce sujet-là et puissent permettre de construire des choses qui, au moins dans une première étape, permettent de parler d'une autre forme d'accompagnement social. J'ai parlé un peu sur la question des échanges Nord-Sud, mais il y a des expérimentations qui se font. Là, j'ai vu hier un article, je ne sais même plus dans quel journal je l'ai lu, mais qui disait que l'Allemagne allait expérimenter un revenu de base à 1 200 € par mois pour 1 500 personnes en situation de recherche d'emploi. Pour moi, je ne maîtrise pas bien le système allemand et j'ai peu de connaissances du sujet. À la limite, c'est pas ça le problème. Pour moi, ça participe au fait qu'on distille l'idée qu'il faut transformer tout ça. Parce qu'en fait, ça ne peut plus fonctionner comme ça fonctionne aujourd'hui. Et puis sur les questions de montant et de lien avec une monnaie locale, moi, sur ça, tout est possible. Vraiment, il ne faut se fermer aucune voie. Encore une fois, un montant, ça peut être juste 300 € parce qu'en fait, on vient compléter le RSA et qu'on pense que dans sa ville, dans sa campagne, il faut 300 € de plus pour machin, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi de se dire que, ce que je disais en introduction, pour accompagner quelqu'un qui est dans une volonté de complètement changer d'activité professionnelle et que pendant 6 mois, 1 an, il a besoin d'avoir 1 200 €, ça peut être 1 200 €. Honnêtement, moi, je pense qu'il faut fermer aucune porte sur le sujet. La seule chose sur laquelle il ne faut pas céder, c'est que ça ne vient pas compléter des petits salaires que les employeurs assument. Hein, on ne vient pas faire ça. Donc ça, par contre, c'est l'écueil qu'il faut absolument éviter. Moi, je ne suis pas partie des gens qui pensent que, comme il y a des petits salaires, c'est nos impôts, en fait, hein, l'État qui vient abonder. Voilà, c'est pas ça le sujet. Ça n'enlève rien au fait qu'il faut se battre pour réduire le temps de travail, qu'il faut se battre pour augmenter les petits salaires et qu'il faut se battre pour qu'il y ait un vrai droit du travail et qu'il y ait une vraie protection sociale. Ça n'enlève rien à tout ça, la question du revenu universel, du revenu de base, quel que soit le nom qu'on lui donne. Au contraire, ça doit permettre de dire qu'un autre rapport au travail est possible, un autre rapport à l'entrepreneuriat, un autre rapport au salariat, et aussi un autre rapport à la lutte contre la précarité, contre l'isolement. Voilà, c'est aussi ça le revenu universel. Ça dépasse la question sociale. C'est une vraie ambition de transformation de la société. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors on n'a plus beaucoup de temps parce que je me permets de faire aussi mettre du temps parce que je crois qu'on doit finir à 16h30. Dans 3 minutes. Dans combien ? 3 minutes. Dans 3 minutes. Ah oui, alors on va prendre une question et on va essayer de... Une femme. Je suis désolée, on est très bavarde. Le masque, en revanche, ça va, vous m'entendez ? Oui, je vous en prie. Donc, alors moi, c'est pas une question que je vais poser, mais je vais me présenter. En fait, je suis Cécile Papillon et j'ai été élue à Rennes à l'insertion emploi en tant qu'adjointe. Et je vais avoir la chance On va prendre une question quand même, désolée. C'est intéressant aussi la mise en réseau des expérimentations. Il faut peut-être imaginer d'ailleurs créer un réseau d'élus motivés à l'expérimentation locale, quel que soit l'échelon. Hein. Ça peut être un échelon communal, ça peut être un échelon intercommunal, ça peut être un échelon départemental ou régional, mais ça peut peut-être valoir le coup de voir comment on peut, après ces échanges-là, traduire ça par la création d'un réseau des élus motivés sur ces questions. Hein. Oui, bonjour. En fait, sur ce que j'ai cru comprendre dans les différences qu'il pouvait y avoir entre le revenu universel et le RTE, n'y a-t-il pas un danger dans tous les écueils dont vous avez parlé aussi que ça peut-être remplace des services publics, c'est-à-dire que la fameuse coopérative qui met en place une personne qui met en place un service d'agroforesterie ou de maraîcher est-ce que ça ne va pas remplacer du personnel des ONF et est-ce que ça ne serait pas justement une manière pour quelque part nos adversaires politiques d'utiliser ce système d'argent public
sans la protection sociale du service public. Alors ça, c'est pour ça que la droite a voté pour l'expérimentation d'un revenu universel au Conseil de Paris. Hein. Ne nous voilons pas la face, évidemment. Évidemment, et c'est pour ça qu'il faut être bien clair et que je le répète presque trop pour vous, j'en suis désolée, mais l'objectif est de mettre fin au système ultra-capitaliste tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ça, par contre, ça c'est la frontière avec la droite, hein, qui, effectivement, se contentera pas de faire un revenu universel, pourrait très bien, se contenter de faire un revenu universel qui ne change rien au système, qui permette juste, de s'assurer que les entreprises, elles ne soient pas trop emmerdées pour augmenter les salaires, notamment les plus bas, et deux, effectivement, qu'on puisse mettre à mal un peu quelques statuts, notamment ceux du service public, et voilà. Donc, mais ça, oui, c'est là qu'il y a une vraie distinction. Honnêtement, pour moi, c'est pas tellement la question du RTE, c'est la question de, c'est quoi l'objectif final ? À mon avis, ça peut être assez complémentaire, encore une fois. Le RTE, justement, l'avantage, c'est qu'on y a pensé, c'est que c'est directement un statut d'entrepreneur salarié. Et l'entrepreneur salarié a le droit à la protection sociale. Donc, ce n'est pas un bénéficiaire. Et dans l'autre, il refuse le terme de bénéficiaire. Et donc, on est déjà dans le modèle économique qui n'existe pas, qui n'est pas promu comme tel dans d'autres dispositifs où c'est juste individuel. Quand on parle du délitement social, il n'y a pas de mutualisation et c'est les individus 1+1 avec eux une monnaie, ce qui peut être paradoxal quand on veut changer le système. Là, on est dans un idéal coopératif, mutualiste, héritage 19e. Je vous invite à continuer le débat dehors. Oui. Voilà, on va laisser la place au suivant. Merci beaucoup à toutes et à tous. Bonne fin de Merci journée. beaucoup. Merci.